C'est ça, bonjour, je suis heureux, je répète ce qu'elle me dit. Non, bonjour, on a parlé depuis le début de ces 2 jours-là, de nos visions, comment on voyait. Vous allez voir, j'ai du personne âgée, j'ai de l'aîné, j'ai du senior, parce que je ne trouve pas de mot qui convient. Donc, tout le long, ça a été un vrai martyr, et je l'ai fait comme ça. Donc, ce qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est comment les personnes elles-mêmes se voient et quelle est leur position par rapport à tous les discours ou les idées ou tout ce qui est développé. Donc, ce que je vais vous faire, vous allez voir 2 personnes. En plus, je suis 2 personnes qui présentent. La chercheuse, merci, puis la personne handicapée, et puis un peu mêlée dans les histoires de temps, vous allez voir pourquoi. Donc, je suis comme dans le futur, aujourd'hui, à cause de mon passé. Mais vous allez comprendre un petit peu plus loin. Donc, c'est sûr, on va commencer. Bon, je vais passer vite sur la définition de la gérontotechnologie. Ça, tout le monde la connaît. Mais je vais faire un peu l'historique qui va un peu faire la synthèse, dans le fond, de tout. Au début des années 80, c'est là que les premières collaborations entre les gérontologues et puis les concepteurs de technologie ont commencé. Mais à ce moment-là, on s'intéressait aux capacités sensorielles physiologiques là, du vieillissement. Puis, pour les gérontologues, les experts en vieillissement, c'était de produire des modèles puis des mesures aussi pour faire des technologies que les concepteurs puissent faire des données pour que les concepteurs puissent utiliser pour faire leur produit. Donc, on est vraiment en pluridisciplinaire et non en inter. Dans les années 90, c'est là qu'est apparue la gérontechnologie. OK? Puis là, les experts du vieillissement ont commencé à s'intéresser aux aspects sociaux et aux aspects psychologiques pour produire encore, mais on a continué à écrire des modèles, à faire des modèles qui servent à compenser ou à atténuer toutes les déficiences. Je ne passerai pas de temps là-dessus. On en a parlé depuis 2 jours. Et on envoie ça aux concepteurs. Autrement dit, on alimente les concepteurs de données. Dans les années 2000, ben là, on s'est mis à s'interroger sur les effets potentiels des différentes interventions technologiques. Donc, les experts du vieillissement ont produit des informations qui permettent de mesurer l'impact de ces technologies-là, puis comprendre les conditions préalables aussi à leur acceptation. Envoyer ça aux concepteurs qui, eux, on avait toujours la même mission là, avec leurs produits. On s'intéressait beaucoup à la santé, à la mobilité, là, puis aux réseaux sociaux. Dans les années, à peu près autour des années 2010, c'est là qu'on s'est mis à commencer à s'intéresser au point de vue des usagers. Donc, mais ça s'est fait d'une façon parallèle. Ça ne s'est pas fait ensemble encore. Donc, les experts en vieillissement, d'un côté, et développaient des connaissances aussi pour identifier, je dis bien identifier les besoins des aînés, et puis des usagers. Et puis, les concepteurs, eux, voulaient aussi la même chose et avaient de l'intérêt pour avoir... Mais même moi, ce que j'ai trouvé, quand j'ai fait cette revue de littérature-là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir, dans les experts du vieillissement, il y a beaucoup de gens en sciences sociales ou humaines. Mais c'est quand même les concepteurs qui ont développé les méthodologies qualitatives, même ethnographiques, pour aller identifier les besoins et commencer à inclure l'usager dans la conception. Ça m'a surpris parce qu'habituellement, ce serait supposé d'être le rôle des sciences sociales en travaillant avec les concepteurs. Mais là, on travaille encore juste échange d'informations. Mais par contre, depuis aujourd'hui, la conception est participative, la co-création, bien, on ne peut plus travailler autrement. On n'est pas encore à l'interdisciplinarité, on n'est pas tout le temps à certaines équipes, oui. On n'est pas encore à la transdisciplinarité non plus, mais on commence à inclure de plus en plus les gens. Quelles sont les lacunes de la recherche en gérontologie, technologie? Les principales, c'est ce qu'on fait comme critique dans la littérature, c'est qu'on est encore dans une logique interventionniste, pragmatique, puis axée sur les paramètres. On aurait une vision du vieillissement encore trop souvent réduite à la fragilité et à l'invalidité. Puis les besoins des utilisateurs sont perçus comme des intrants pour la création, pour concevoir les outils.
La réponse aux besoins aussi, on critique les chercheurs en vieillissement d'avoir répondu aux besoins des concepteurs et puis de la commercialisation. La dernière lacune qui a été identifiée, c'est on reproche aussi aux théories de l'innovation de faire souvent preuve d'agisme, comme par exemple en disant, comme on a vu depuis 2 jours, ben, les personnes âgées ne sont pas intéressées ou ne sont pas capables, ou tous les préjugés ou les stéréotypes qu'il y a eu. Puis j'ai mis cette image-là parce que tout dépend de nos représentations ou de ce qu'on vit. On va voir une jeune femme ou une vieille femme dans ce dessin. Ça me semblait intéressant de montrer qu'on peut avoir 2 points de vue sur la même chose. Donc, selon la littérature, puis selon moi aussi, les points de vue des experts ne peuvent suffire à assurer les mesures là, qui vont faire en sorte que nos technologies vont être bénéfiques puis efficientes en même temps, puis respectueuses aussi de la personne. Et c'est là que je passe le micro à Chantal. Et pour commencer à parler un peu d'auto-ethnographie. Ça a été très difficile de faire ça parce que moi, je suis une ethnologue, mais j'étudie la tribu des généticiens, des obstétriciens et toutes sortes de choses comme ça. Donc, moi, m'étudier moi-même, c'est de l'intime, là, que je partage. Mais je me suis dit aussi, c'est aussi la perspective patient, en même temps, de ceux qui n'ont pas parlé ici depuis 2 jours. Même si je commence juste à avoir l'âge, j'ai 62 ans. Mais bon, on va dire que je suis une prophète. L'auto-ethnographie, rapidement, c'est une narration de soi, de ce qu'on a vécu, mais qui tient compte aussi de la relation avec les autres, dans des contextes culturels et sociaux spécifiques. C'est pas juste parler de moi ou de ma famille. C'est de mon expérience. Ça permet l'étude des contextes sociaux à partir de la perspective de l'individu, mais en interaction toujours. Ça considère toutes les dimensions, comme je viens de le dire, là. Ça considère que la culture, bien ça, les sciences sociales pensent ça, c'est la culture fait partie intégrante de notre vie, de nos pensées, de nos façons d'agir, qu'on soit en réaction ou qu'on les adopte. Donc, au niveau méthodologique, vite, on écrit des choses, on fait des collages, on sort des photos, on cherche, on fait beaucoup de réflexivité. Ensuite, on va voir des sources extérieures, on vérifie nos souvenirs, comment ils ont été perçus aussi. Puis, on va aller dans la littérature aussi scientifique ou autre, selon le travail qu'on fait, pour essayer de voir les liens culturels. Fait que c'est loin d'être objectiviste. Fait que l'histoire que je vais vous raconter va se limiter à mes cassures, parce que je suis anthropologue médicale, c'est pas pour rien. Je fais du terrain en masse dans ce domaine. Donc, il y a 3 périodes qui ont été importantes pour vous parler de mon regard à travers les technologies et ce que j'ai vécu particulièrement la dernière année. En 1976, j'ai eu un accident. J'ai été réanimée parce que j'étais vraiment cliniquement décédée. Tout ce que je n'avais pas de cassé, c'est la tête, la colonne et le bassin. Plusieurs fractures ouvertes, les poumons perforés, et puis ça allait pas bien. Mais c'est fou, hein? Je ne me suis pas sentie vulnérable pendant ça. C'est sûr que j'avais perdu la mémoire aussi. Je me souviens à peu près de la moitié de ma vie. C'est pour ça que je vous parlais d'un peu bizarre dans le temps, parce que j'ai comme 20 ans psychologique de moins que mon âge biologique. Parce que l'apprentissage, il fallait que je recommence j'avais 19 ans à cette période-là. Mais j'étais entourée, j'étais à un hôpital qui était loin, et j'avais de la visite à tous les jours pendant la première année et demie que j'ai été à l'hôpital. Donc, je ne me suis pas sentie vulnérable, sauf physiquement. 2012, je nettoyais la piscine, petite piscine, puis je suis tombée, puis comme je fais beaucoup d'ostéoporose à cause de mon accident, bien, ça a cassé le tibia. Mais ça n'a pas été si pire. Oui, j'ai oublié de vous dire, à l'hôpital, la seule fois que je me suis sentie vulnérable, c'est quand vous avez vu comment j'étais attachée dans mon lit, quand un infirmier a décidé que j'avais besoin de plaisir la nuit. C'est pour ça qu'on a parlé tantôt de choses, de surveillance, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pendant ma chute, en 2012, ben là, j'étais avec ma famille, mes enfants, tout ça. Il y a juste un soir, quelqu'un était supposé venir me garder. Je n'avais pas encore eu de plâtre, donc je ne pouvais pas sortir du lit, puis tout le monde m'a oublié. C'est la seule fois, par exemple, parce que j'étais bien entourée. Mais c'est là que l'histoire, je me suis sentie un petit peu plus vulnérable physiquement, mais rien comme l'an passé. En 2018, là, je vous montre vraiment mon intérieur.
Arrachement de l'épine tibiale. L'orthopédiste dit 3 choses qui arrivent jamais, ou jamais ensemble. Arrachement de l'épine tibiale, arrachement des tendons. Euh, j'ai eu une allogreffe aussi. Donc, j'ai des os de quelqu'un d'autre en moi. Et puis, j'ai été 6 mois en fauteuil roulant. Mais là, c'est ça. Je suis tombée de 2 marches. J'étais à ma maison d'été avec mon plus jeune fils. Et les 2 dernières marches, aucune idée de ce qui s'est passé. C'est parti, j'en ai aucun souvenir. Et mon fils m'a amené à l'hôpital. Je vais parler des objets, là, ça ne sera pas très long. J'avais aussi mon conjoint qui est là une fois par mois parce qu'il travaille dans une autre ville, avec son frère qui est vétérinaire, un généticien vétérinaire pour monter ma chaise roulante. Mais une chose qui est importante aussi, c'est que les gens qui nous aiment ou qui veulent aider, ils savent qu'est-ce qui est bon pour nous. C'est très difficile de leur dire, ben si tu la mets comme ça, ma jambe ne sera jamais droite. Mais c'est un petit exemple. Mais je pense que quand on fait les technologies, tout ça, c'est important la perception. Parce que la jambe pas droite, quand elle est comme ça, pour 6 mois, on n'a pas envie. Donc, à ce moment-là, je me suis sentie vulnérable. Parce que se casser la jambe à 62 ans, c'est pas pareil. Et là, tu te dis, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que je vais pouvoir remarcher? Est-ce que je vais pouvoir encore venir à Paris? Est-ce que je vais pouvoir voyager partout dans le monde? Pas certaine. Et là, j'ai mes enfants qui sont partout. Ici à Paris, mon conjoint qui n'est pas là. J'ai été chanceuse parce que j'ai eu mon fils, le plus jeune, qui est venu s'occuper de sa mère pendant presque 1 an. Il a laissé son appartement. Mais ça, là, c'est exceptionnel. Mais on parle beaucoup de dépendance. Là, j'ai un aperçu de qu'est-ce que... Parce que si mon fils n'avait pas été là, je serais en maison de retraite. J'aurais été en maison de retraite. Puis ça n'aurait pas été la même chose que les guérisons à la maison. À la maison, il y a des escaliers, donc je ne suis pas capable de monter ni descendre les marches. C'est mon fils, je ne suis pas capable de mettre de sous-vêtements. C'est mon fils qui me monte 1 fois par semaine en haut parce que j'ai une grande douche où je peux être assise dedans. Et puis, lui, il est obligé de voir tout ce que sa mère a de jamais montré à son fils. Puis, sérieux, il a trouvé ça. On parlait d'intimité tantôt, il dit tout ce qui a été le plus dur pour moi, maman, pendant cette année-là, c'est ça. De voir l'endroit où je ne suis même pas venue au monde parce qu'il est venu au monde par césarienne. Mais il n'y avait pas le choix, sinon je ne me l'avais pas. Il avait fait de la vaccine et tout ça. C'est des moments d'intimité, on a parlé tantôt, puis c'est vrai qu'en vieillissant, puis nous, on est une famille un peu anorexique aussi, donc quand le corps se détériore, c'est très difficile. Donc, la vulnérabilité, oui, je l'ai senti. Les collègues, personne ou presque a envoyé un mot. Personne. Donc, puis moi, je suis quelqu'un connu, qui connaît beaucoup de gens, qui a une belle vie sociale. Je n'ose même pas imaginer. Il faut penser à ça quand on va concevoir nos projets. Là, mon fils, il s'appelle Gaël. Gaël, il a dit, maman, là, c'est fini, là, tu vas te mettre un bracelet. J'ai dit, jamais. Je vais mourir en bas de l'escalier plutôt que de mettre un bracelet aussi laid. Alors, regardez, quand on va sur Google, c'est ce qu'on voit, là. Non, mais on parlait de dignité tantôt. Je vais rajouter la fierté avec la dignité aussi. Pas besoin d'avoir des choses à 3 millions, là. Mais moi, je comprends même pas qu'on fasse des choses comme ça pour les gens âgés, puis qu'on se donne même pas qu'on se donne même pas l'effort de le mettre beau. Tandis qu'au magasin, à 1$, on a toutes sortes de belles choses pour rien. C'est en plastique, là. Il peut avoir n'importe quelle forme, que ce soit si laid. C'est sûr qu'il y a tous ces objets connectés, donc ils m'ont donné ça à Noël, mais on est chanceux, on a de l'argent. Mais avec ça, ils savent où que je suis, si je tombe, je me lève le bras, ça veut dire que je suis correct. Mais il y a une chose que cette montre-là n'aurait pas fait. Moi, j'étais à ma maison d'été. Donc, l'hôpital qui était la plus proche, là, il n'y a personne qui ne serait jamais venu me voir là. Donc, j'aurais été toute seule pour tout, là. Pas de robe de chambre, pas de brosse à dents, pas de rien. Donc, mon fils a pris la peine de m'amener à Sherbrooke, en ville. Il y a une chose qu'on a oubliée, puis ça va être une grande partie du message que je veux livrer, même si d'habitude j'aime être plus high-tech que ça, mais c'est qu'on est une espèce, on a parlé un peu tout à l'heure, interdépendante. L'argent, nos conditions économiques, la richesse nous fait oublier qu'on dépend les uns des autres. À 15 minutes, merci. On dépend les uns des autres. C'est une illusion de se faire croire qu'on ne dépend pas les uns des autres. Les robots et tout ça, ils peuvent nous aider. Puis il faut aussi.
Mais comment je me lavais les cheveux? Parce que, justement, j'avais un travail. Personne ne pouvait venir à la maison me laver les cheveux. La jambe, comme je vous l'ai montré, allongée, puis je fais quoi, moi? Je ne peux pas manger rien parce que je ne rentrais pas dans un programme social. Je ne pouvais même pas me déplacer à l'hôpital avec un programme social. On parle des personnes qui n'ont pas le moyen, mais j'ai trouvé que même si tu as le moyen, si tu es dans une ville que tu ne connais personne, ben tu es isolé chez vous. Là. C'était de l'introspection, c'est de la réflexivité en masse. C'est sûr qu'ils sont en train de faire des petits drones là, pour nous apporter nos pilules. Mais pour moi, j'adore la technologie, mais ça, c'est le comble de l'horreur. Imaginez, dans le petit film qu'il y a sur Internet, il y a plusieurs petits robots. Je sais pas, là, mais je suis pas sûre que ça m'aiderait à prendre mes pilules. Je pense que je tirerais sur les petits drones avant. Les interactions affectives maintenant. Là, je vais vous parler, j'ai dit ma famille, GAFA, tout ça. Les plus vieux vont se rappeler du Furby, peut-être, ici. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Il disait « Je t'aime ». J'ai un oncle qui est un constructeur, un gars de bois aussi, dur de dur. Un homme bon, mais dur. Quand il a vu le Furby la première fois, mon oncle Maurice est parti à pleurer. Puis à toutes les fois que le Furby disait « Je t'aime », mon oncle Maurice pleurait. Même sa femme ne l'avait jamais vu pleurer. Oui, je pense, puis il faut, comme les petits phoques, là, je pense que c'est bien, puis il faut s'en servir. Mais peut-être qu'il faut penser aussi que la réaction est peut-être un symbole de notre détresse affective. Ce qui a été cherché chez mon oncle Maurice, c'est quoi? Ce besoin-là de tendresse, de douceur, de ne pas être jugé. Mon père disait souvent, j'aime mieux, quand j'arrive, c'est mon chien que j'aime mieux saluer. Lui, il ne me juge pas, il est toujours content de me voir. Ben, Furby aussi. Puis les robots aussi. Donc, je pense qu'on pense à nos technologies, mais il faut peut-être penser à notre rapport à nous-mêmes. Ce n'est pas les outils qui vont déshumaniser les soins ou nos relations, c'est nous-mêmes. Et on est la première technologie à vérifier. Mon avenir, bien, c'est peut-être ça parce que mon premier orthopédiste me disait « Chantal, tu sais, il me mettait un speaker là, parce que j'étais 3 ans sans marcher. Ça, c'est un plâtre jusque-là, jusqu'au bout du pied. Puis en me faisant ça, il me disait « Chantal, tu sais, un jour, là, dans 10 ans, on te coupe la jambe pour te faire pousser. » À une fan de science-fiction, en plus, il ne fallait pas dire ça. J'ai attendu, ça fait plus que 10 ans, mais peut-être que bientôt, je vais être comme ça. Mais là, c'est peut-être un peu exagéré. Mais je ne veux pas être comme ça. Comprenez? Je pourrais supporter ça avec plaisir. Il faut que la prothèse soit sexy, peu importe l'âge. Ça ne coûte pas plus cher de la mettre belle. Pas beaucoup plus. Mais les gens, ils vont la mettre. Parce que dans les recherches, dans les articles que j'ai lus aussi pour la revue de littérature, ils disent, puis quelqu'un le dit aussi tout à l'heure, on ne veut pas passer pour être handicapé, ou c'est pas beau ça, ou j'ai peur de peser dessus. Ça, vous allez le voir dans l'article, le modèle d'intégration. Et puis, comment on pourrait générer des connaissances empiriques et théoriques inédites, un phénomène en se mettant à travailler tout le monde ensemble. L'adaptation aussi des produits, parce que c'est ça, au lieu de nous adapter aux produits, comme on a parlé depuis 2 jours, bien, peut-être que les concepteurs puis les chercheurs devraient faire en sorte qu'on s'adapte aux personnes. Là encore, le fameux drone, là, mais avec les mouvements, avec la voix, tout ça, je pense qu'on n'aura pas besoin de savoir lire en anglais, en français et en latin. Donc, ça nous informe, je vais finir sur la partie théorique, ça nous informe beaucoup. Puis, au lieu de s'intéresser là, aux impacts, je pense qu'on peut s'intéresser aussi à l'expérience des personnes qui sont le sujet de notre étude aujourd'hui. C'est pour comment ils s'approprient eux-mêmes les technologies, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, pour d'autres technologies. Puis en plus de continuer, ça représente une ressource importante. Puis le rapport aux aînés avec la technologie qui leur sont familières, bien, sont des éléments centraux aussi de l'articulation, des arrangements sociaux puis matériels de notre société. Ça nous apprendrait aussi à dépasser le cadre. Nous obtiendrions une image culturelle et sociale sur nos rapports avec le vieillissement, du rôle des gérants technologie,
sont appelés à jouer, puis les modifications aussi. Les études, pour conclure, les études sur le vieillissement et la technologie gagneraient à s'étendre même aussi au-delà des problématiques habituelles en s'intéressant aux concepteurs, aux projets des technologies, puis aux discours aussi et aux politiques qui vont porter sur l'innovation, parce que c'est la définition du vieillissement, ça va être les politiques et les concepteurs et les chercheurs qui vont la faire, qui vont la transférer à la société. Donc, c'est très important. En considérant leur rôle dans la configuration des représentations sociales du vieillissement. Je vous remercie. Je remercie aussi le FRQ, le Fonds de recherche du Québec, mais vu qu'il n'y avait pas Internet aujourd'hui, je n'ai pas pu mettre le logo, donc je l'ai dit, qui a invité, qui a permis que je puisse venir. Je vous remercie.